Bonjour, c'est Joël de l'Institut Neurosciences. Merci de prendre ce temps. Avant de vous laisser écouter cet échange, j'aimerais vous proposer un léger déplacement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de régulation. Réguler le stress, la tension, les émotions. Et les outils, ils existent. Ils sont précis, efficaces, parfois même impressionnants. Mais une question m'habite de plus en plus dans la pratique. Est-ce que nous régulons toujours au bon endroit ? Ce que vous allez entendre dans ce podcast, ce n'est pas une remise en cause des outils, loin de là. C'est une invitation à regarder autrement, à passer du symptôme au système, du visible à ce qui l'organise en profondeur. Je vous laisse explorer. Alors, prenons une image toute simple pour commencer cette exploration en profondeur. Imaginons un voyant rouge, un voyant bien vif qui s'allume soudainement sur le tableau de bord d'une voiture alors qu'on roule à toute vitesse sur l'autoroute. Ouais, la situation classique. Et dans ce cas-là, l'action la plus logique, la plus prudente, c'est de s'arrêter sur le bas-côté, d'ouvrir le capot et de chercher la vraie panne mécanique. Exactement. Je veux dire, la pire idée possible, ce serait de sortir une pince, de démonter le tableau de bord et de juste couper le fil électrique de l'ampoule. Juste pour ne plus voir la lumière rouge, quoi. Voilà. Et ça paraît complètement absurde pour une voiture, mais nos sources d'aujourd'hui montrent que c'est un parallèle assez troublant avec la façon dont on gère l'anxiété chronique, la fatigue ou les troubles de l'attention aujourd'hui. C'est fou, mais c'est ça. On observe une véritable obsession thérapeutique pour l'extinction du signal d'alarme. En fait, on cible frénétiquement un acteur vedette du système nerveux autonome. Le fameux nerf vague. Absolument. Le nerf vague. On cherche à le stimuler par tous les moyens possibles pour en gros forcer le retour au calme. Alors, pour être clair dès le début, le but de notre plongée dans ces documents, ce n'est pas du tout de rejeter ces méthodes. Elles ont une utilité indéniable. Bien sûr. L'idée, c'est plutôt d'introduire un doute clinique très sain sur leur utilisation isolée. On veut comprendre pourquoi ces régulations s'effondrent souvent dès qu'on arrête l'exercice. C'est tout l'enjeu, oui. Il faut changer de lunettes pour voir le système global plutôt que de traquer le symptôme isolé. C'est ça qui change tout. Eh bien, plongeons directement dans ce mystère des régulations éphémères. On entend tout le temps parler de la cohérence cardiaque ou du neurofeedback pour faire chuter le stress. Et en science, ça marche très bien, non ? Ah oui, sur les écrans de contrôle, les mesures sont souvent spectaculaires. Le rythme cardiaque s'apaise, la variabilité augmente, les tensions superficielles fondent. Mais du coup, une question revient en boucle dans nos documents. Si ça marche si bien dans un cabinet médical, pourquoi ce calme vole-t-il en éclats dès le retour dans les embouteillages ou au bureau ? En fait, parce qu'un symptôme n'est pas juste une erreur informatique qu'on efface en appuyant sur un bouton. C'est l'expression finale d'une adaptation de tout l'organisme. Donc demander au corps de ralentir sa respiration sans se demander pourquoi elle respire vite à la base. C'est un combat perdu d'avance. Tant qu'on n'a pas identifié la contrainte physique, souvent invisible, qui pèse sur le système en amont, on met juste un pansement. On masque le voyant rouge. Exactement. Le moteur de l'anxiété ou de l'agitation, lui, il continue de tourner à plein régime en arrière-plan. La régulation qu'on obtient, elle est forcément fragile. Et la personne devient dépendante de ces petits exercices de relaxation. Elle doit les répéter à l'infini sans jamais trouver une vraie stabilité autonome. C'est ça. Le système ne s'autorégule pas vraiment. Pour rendre ça plus concret, les sources proposent un tableau clinique hyper parlant. Prenons l'exemple classique d'un enfant de 6 ou 7 ans. On a tous en tête cet élève qui ne tient pas en place sur sa chaise. L'âge de 6 ans, c'est pas un hasard, c'est l'entrée à l'école primaire. Et là, boum, les exigences de posture assise et de concentration explosent littéralement pour l'enfant. Et les retours de l'école arrivent vite. On nous dit déconcentration au bout de 10 minutes, besoin de se lever tout le temps, fatigue visible. Et à la maison, le soir, c'est souvent la tempête, avec une irritabilité énorme, des crises pour des broutilles. Face à ce comportement qui épuise tout le monde, on sort très vite l'étiquette magique. On suspecte un trouble déficitaire de l'attention, le fameux TDA ou TDAH. C'est compréhensible, parce que le quotidien est vraiment impacté. Mais le problème, c'est qu'on se focalise uniquement sur le sommet de l'iceberg. C'est un peu, j'aime bien cette image de nos sources, c'est comme accuser l'alarme incendie d'être responsable de la fumée dans les couloirs. C'est une excellente analogie. On confond le lanceur d'alerte avec le feu. Ce qu'on observe à 6 ans, c'est pas le point de départ. C'est juste le moment où les capacités de compensation de cet enfant craquent face aux exigences de l'école. D'accord.
Mais si on rembobine le film alors, avant cet âge-là, avant l'école, qu'est-ce qu'on trouve dans les sourds secrets? Qu'est-ce qui se passait en amont? Eh bien, on trouve toute une série de petits signaux discrets. Des trucs souvent banalisés, mais qui montrent que les fondations sont très instables. Du genre? Par exemple, un sommeil très agité, ou alors un enfant qui respire par la bouche, ou qui enchaîne les otites et les angines. Attends, les otites et la respiration par la bouche, c'est parcours classique en crèche, non? Les parents banalisent ça complètement? C'est vrai, pris isolément, aucun de ces signes ne déclenche de panique médicale. On peut aussi y ajouter des tensions dans la nuque ou un bébé très difficile à calmer. Mais la clé, c'est une règle physiologique essentielle. Laquelle? Le jour compense ce que la nuit révèle. Ah, c'est fort ça! Tu veux dire que le mouvement perpétuel de l'enfant pendant la journée, c'est une façon de masquer un problème nocturne? Absolument. Pendant la journée, l'enfant bouge. Il mobilise son énergie et ses muscles pour tenir, pour maintenir son corps en alerte. Donc ce qu'on prend pour un surplus d'énergie, cette fameuse hyperactivité, C'est en réalité une stratégie désespérée de l'organisme pour ne pas s'effondrer de fatigue. Il sollicite tout le haut du corps pour prendre le relais d'une machinerie qui galère. d'accord. Mais là, il faut qu'on m'explique. Comment on relie concrètement une otite ou le fait de respirer la bouche ouverte avec une incapacité à écouter une leçon de calcul? C'est là qu'intervient une notion absolument centrale dans ces documents. C'est le système tonico-ventilatoire. Le système tonico-ventilatoire. C'est vrai que le terme fait un peu peur. Comment on pourrait vulgariser ça sans le réduire à un simple bout d'anatomie? Faut pas le voir comme un organe isolé. En fait, c'est une coordination permanente, comme une danse, entre notre tonus postural, notre respiration et notre niveau d'éveil. Ah, donc notre posture ne sert pas qu'à nous tenir debout face à la gravité. Elle sert aussi d'échafaudage pour nos voies respiratoires. C'est exactement le terme. Quand cet échafaudage musculaire est solide, l'air circule librement. L'organisme gère le stress sans problème. Et que se passe-t-il dans les coulisses du corps quand cet échafaudage est fragile? Chez notre enfant, par exemple. Le tonus de base s'affaisse. La mâchoire a tendance à s'ouvrir, la langue tombe un peu en arrière, et du coup, ça réduit dangereusement l'espace pour faire passer l'air. L'espace vital, en gros. Voilà. Et à ce moment-là, le simple fait de respirer de l'oxygène, un truc automatique normalement, ça devient un effort physique continu. Donc l'organisme, qui veut survivre avant tout, doit recruter d'autres muscles pour forcer l'air à entrer, c'est ça? Oui, il tire sur les muscles accessoires. Ça crée cette fameuse cascade de crispation, ça remonte des épaules, ça crispe la nuque, ça bloque tout le haut du thorax. C'est fou. La respiration perd complètement sa fonction apaisante. Elle devient une contrainte épuisante. Faisons une pause là-dessus, parce que j'aimerais qu'on ressente ça de l'intérieur. Ouais, mettons-nous à sa place. Si on se glisse dans la peau de cet enfant de 7 ans, assis en classe, à quoi ça ressemble ce monde intérieur où le corps ne trouve jamais le repos? C'est un effort implacable. Juste pour rester assis sur sa chaise d'école, sans bouger, son corps doit littéralement se verrouiller de l'intérieur. Chaque inspiration lui demande une contraction volontaire de la nuque et des épaules, comme s'il soulevait un petit poids encore et encore, des milliers de fois par jour. Et le pire, c'est que toute cette posture compensatoire est maintenue par les muscles dits de l'alerte. Tu sais, ceux que la biologie utilise pour fuir un prédateur. Donc son système nerveux est bloqué sur le mode survie, alors que le prof lui demande juste de colorier un dessin en silence. C'est ça. Et ça amène à un paradoxe fascinant sur le calme. On demande à ces enfants de s'apaiser, de se relâcher. Sauf que s'il relâche ces fameux muscles de compensation, son échafaudage respiratoire s'effondre. Pour lui, le calme absolu s'est perçu comme une menace. Exactement. S'il se détend sur commande, il risque de moins bien s'oxygéner. Son corps préfère largement la fatigue de l'agitation à la sensation de suffocation. Ça change tout. L'attention de cet élève n'est pas absente, comme on le dit souvent. Elle est juste occupée ailleurs. Elle est intégralement mobilisée par son équilibre postural et par sa respiration. Minute après minute, il n'en reste plus une goutte pour apprendre à lire ou à compter. C'est vertigineux de voir ça comme ça. Mais du coup, si la journée est une lutte permanente, que se passe-t-il la nuit quand il finit par s'endormir et que la volonté lâche prise? La nuit devient le moment de vulnérabilité extrême. Dès qu'il s'endort, le tonus musculaire chute partout dans le corps. C'est physiologique. Et donc, les muscles de secours de la nuque, ceux qui tenaient l'air ouvert, ils se relâchent aussi. Ouais. L'échafaudage s'affaisse pour de bon. Le passage de l'air devient si étroit, si compliqué que la respiration saccade. Et le cerveau doit intervenir. Le cerveau est obligé de lancer des signaux de détresse pour relancer la ventilation. C'est ce qu'on appelle les micro-éveils. Ces alertes en boucle, ça fragmente totalement le sommeil. Mais l'enfant se réveille vraiment, il ouvre les yeux.
Pas forcément, non. Souvent, il ne s'en rend pas compte. Mais ça arrache l'organisme au sommeil profond juste pour reprendre son souffle. Et le pire, d'après les documents, c'est la trace que ça laisse. Parce qu'au matin, l'enfant n'a aucun souvenir d'avoir lutté. Non, aucun souvenir conscient. Mais son système nerveux, lui, il a enregistré chaque minute de cette alerte physiologique. Il en garde une mémoire très précise. C'est ça qui explique l'inquiétude diffuse le lendemain. Les réveils en sursaut ou même les cauchemars. Tout à fait. Ce n'est pas juste une peur imaginaire ou un caprice, c'est la mémoire très organique d'un corps qui a passé la nuit à chercher son air. Ce qui nous amène vraiment au grand renversement de notre exploration. Et ça nous ramène au nerf vague du début. On y vient, oui. Si le corps est en alerte légitime, parce qu'il galère à respirer et à récupérer, vouloir l'apaiser de force, ça semble presque contradictoire, non? C'est la fausse route par excellence. Le problème, ce n'est pas le nerf vague, il n'est pas utile, loin de là, mais c'est un point de passage, un relais, ce n'est pas l'origine de la régulation. Donc la réaction d'agitation ou de stress du système nerveux autonome, ce n'est pas un bug à corriger à tout prix. Non, c'est une adaptation parfaite à un terrain physiologique qui est bancal. L'alerte est nécessaire. Vouloir calmer le nerf vague sans régler la ventilation ou le sommeil, c'est voué à l'échec. C'est demander à un funambule de se détendre pendant qu'on secoue son fil. C'est tout à fait ça. Le nerf vague ne peut réguler durablement que si le terrain lui en donne la possibilité. Bon, mais ça pose une énorme question sur tous nos outils technologiques. Je suis un peu provocatrice, mais est-ce qu'on doit jeter nos machines de biofeedback ou de neurofeedback, puisqu'elles ciblent la mauvaise étape? Ah non, surtout pas. Ce serait une grosse erreur. Ces outils sont des fenêtres fantastiques pour lire la dynamique invisible du vivant. Mais alors comment on les utilise si on ne veut plus corriger le signal? Le changement, il est clinique. On passe de la correction à l'apprentissage. Au lieu de dire au patient « fais baisser cette ligne rouge sur l'écran », on utilise l'écran pour lui montrer comment son corps réagit. On lui montre le lien entre son tonus, sa posture et son état de stress. Voilà. Ces machines deviennent des instruments pour accompagner l'apprentissage du système nerveux. L'intelligence clinique, c'est de comprendre que modifier une courbe sur un écran, ça ne sert à rien si on ne comprend pas la logique derrière. Mesurer n'est pas comprendre, finalement. Exactement. Il faut relier la respiration, l'émotion et la posture. Ça boucle parfaitement avec notre image de départ. La régulation durable, ça ne se force pas, ça se rend possible. Absolument. Agir sur le nerf vague sans régler la respiration, c'est vraiment comme changer l'ampoule rouge du tableau de bord sans jamais réparer le moteur. C'est ça. Et pour terminer, j'aimerais lancer une dernière idée, un peu provocatrice, à laisser mûrir. Je t'écoute. Si ce qu'on qualifie si vite de pathologie aujourd'hui, l'hyperactivité, l'anxiété chronique, était en réalité la stratégie de survie la plus brillante qu'un organisme ait trouvée face à ses propres contraintes invisibles. Oh, ça remet tellement de choses en perspective. Combien d'autres comportements humains qu'on cherche absolument à corriger ou à éteindre sont en fait des actes de résilience silencieux. Il suffirait juste d'apprendre à les écouter. Une pensée puissante à garder en tête pour quiconque observe ces comportements avec un œil nouveau. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous pour cette plongée fascinante. Avec grand plaisir. À très vite. Ce que vous venez d'entendre ouvre, je crois, une question essentielle. Nous avons aujourd'hui des outils puissants pour agir sur le corps, sur le système nerveux, sur les signaux que l'on peut mesurer. Mais la vraie transformation ne dépend pas seulement de ce que l'on modifie. Elle dépend de ce que l'on comprend. Comprendre comment un système s'organise, comment il compense, et surtout, dans quelles conditions il peut enfin se réguler. Le nerf vague ne disparaît pas dans cette lecture, il retrouve simplement sa place. Et peut-être que finalement, notre rôle n'est pas seulement d'agir sur un signal, mais de rendre la régulation possible. Si cette réflexion vous parle, je vous invite à prendre le temps de lire l'article au complet. Vous y trouverez une mise en perspective beaucoup plus détaillée, avec les liens entre la posture, la respiration, le sommeil et la régulation. Le lien est disponible dans la description. Et si vous pensez que cela peut éclairer votre pratique, ou aider à mieux comprendre ce que vit un enfant ou un proche, n'hésitez pas à le partager. Merci pour votre écoute.